soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. Les populations de 32 villes de l'intérieur du pays bénéficieront d'infrastructures améliorant la distribution en eau potable dans leur localité. Cela grâce au projet d'urgence des UCD, Union Compacte d'Égremont, prévu être réalisé sur une période de 4 mois, à coût de plus de 15 milliards de francs CFA. Les mesures sanitaires pour faire barrière à la Covid-19 s'appliquent aussi aux frontières maritimes. Les navires commerciaux accostant au port d'Abidjan sont soumis au dispositif de contrôle sanitaire mené par les agents de l'Institut d'hygiène. Nos équipes ont assisté à ces sessions de contrôle. Les images à suivre dans ce journal. Et sur la scène politique ivoirienne, les partis au pouvoir et de l'opposition se déploient sur le terrain. Face à l'enjeu du prochain scrutin présidentiel, l'objectif est le même pour tous, mobiliser les militants pour chaque étape du processus électoral. Suivez ce soir l'analyse du service politique de la rédaction sur ce sujet. Bienvenue dans ce 23h. De l'eau potable pour tous, c'est une ambition que le gouvernement réalise à travers un vaste programme social. Les réalisations dans ce sens se poursuivent. Il a été récemment lancé dans la ville de Divo le projet d'urgence des UCD, Unité Compacte d'Égremont. Il concerne 32 villes de l'intérieur du pays où il a été observé un déficit d'eau potable. Plus de 15 milliards de francs CFA seront nécessaires pour la réalisation de ce projet dont nous parle Léon Brault. Ces deux UCD ou unités compactes d'Égremont sont capables de produire 4000 m3 d'eau potable par jour. Elles seront définitivement opérationnelles fin novembre prochain et vont pallier le déficit d'alimentation en eau potable de la ville de Divo. L'usine qui est derrière vous, qui a été construite en 1978, produit 3500 m3 jour. Avec la rivière Boubo, nous allons produire 4000 m3 jour, ajouté aux 3500, ça nous fera 7500 m3 jour. Aussi à réaliser des installations complémentaires et plus de 4 km de canalisation pour 1,130 milliard de francs CFA, et l'eau va effectivement couler dans le robinet communal. Un soulagement pour les 7950 abonnés selon la chefferie et le maire de Divo. On m'appelle, nos mamans ont des casseroles, elles sont en train de taper devant la Sodeci, qu'elles n'ont pas d'eau. Je pense que avec ce projet, les choses vont aller mieux. L'eau est source de vie. Vous venez aujourd'hui augmenter la vie des Divolais. Le début des travaux d'installation des UCD de Divo lance le renforcement de l'alimentation en eau potable pour 32 villes de l'intérieur du pays. 40 unités compactes d'Égremont à installer pour 15 milliards 105 millions de francs CFA en urgence, en attendant août prochain pour démarrer les travaux d'amélioration de l'alimentation en eau potable pour la couverture totale du besoin en eau potable de 12 régions, dont le Logibwa. Voyons un tout autre sujet. À présent, la direction des affaires maritimes a un nouveau responsable, le colonel Julien Yaokwassi. Il a reçu ce jour le cahier de charge lié à sa nouvelle fonction. Mamadou Kwassi a assisté à la cérémonie d'installation. Voici son compte-rendu. Le colonel Julien Yaokwassi est le nouveau directeur général par intérim des affaires maritimes et portuaires de Côte d'Ivoire. Il remplace à ce poste le colonel-major Bertin Tano Kofi. Le nouveau patron a reçu au siège de l'institution ses nouvelles attributions des mains du directeur de cabinet du ministère des Affaires maritimes. Une installation qui sonne comme un nouveau départ pour cette structure qui a entamé depuis quelques mois, SAMU. Le nouveau directeur général par intérim a rassuré le ministre des Affaires maritimes de sa détermination à mener à bien cette nouvelle mission. Cela dénote de la volonté de changement, d'aller de l'avant et d'accompagner M. le ministre dans sa politique de modernisation, de reconstruction de notre administration. Moi et l'ensemble des agents ici présents sommes prêts à accompagner M. le ministre dans cette volonté de changement. Représentant le ministre Philippe Lécré, le directeur de cabinet Benjamin Soro a appelé à une nouvelle administration plus dynamique au service du développement de la Côte d'Ivoire. Il faut voir votre carrière. Il faut voir la renommée des affaires maritimes. Chacun doit être le porte-flambeau des affaires maritimes ivoiriennes. Il faut travailler. Les résultats sont attendus.
de vous. Aujourd'hui, plus que jamais. Le directeur de cabinet a informé les agents des affaires maritimes et portuaires de la volonté du gouvernement à mettre à disposition des moyens matériels conséquents pour la bonne exécution de leur mission sur le plan d'eau. Nous parlons d'environnement. À présent, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la gestion du parc national de Taï a été évaluée. 53% des actions envisagées ont pu être réalisées. C'est le bilan trimestriel présenté par la direction de zone. Les explications dans ce reportage de Abou Sanogo. Un bilan jugé satisfaisant par les gestionnaires du parc national de Taï. Et il fait état de la mise en œuvre de 6 programmes de gestion dont la surveillance, le suivi écologique, l'appui au développement local, la communication, l'écotourisme, les infrastructures et le management. Sur 22% de taux de réalisation de projets attendus, 12% ont été réalisés pour une performance de 53%. Ils sont à 53% de réalisation, ce qui est un résultat globalement satisfaisant quand on voit que la maladie qui était arrivée avait arrêté toutes les activités. Et dans les perspectives qui ont été définies, je pense que si la direction du parc national de Taï maintient le même rythme, en fin d'année, nous pourrons atteindre les 80-90% de réalisation. Pour impliquer la communauté dans la gestion des ressources naturelles à la périphérie du parc, 2 ateliers ont été réalisés à Guiglo et à Djurutu. En outre, pour soutenir les activités alternatives au braconnage, 2 micro-projets d'élevage de caprins ont été financés par le biais du projet d'investissement forestier. Au nombre d'autres réalisations majeures, 60 missions de patrouille pour la sécurisation du parc et 8 interpellations de personnes en infraction à l'intérieur de ce site. Pour améliorer la connaissance du parc, 3 travaux de recherche scientifique ont été soutenus. La satisfaction est totale. L'engagement, l'engouement des uns et des autres ont permis une bonne gestion de cette forêt. Une lucane a été aussi accordée au coordonnateur du projet Mano Rivers pour instruire les membres du comité sur les liens entre son projet et la conservation du parc national de Taï. La journée de l'enfant africain a été célébrée hier. Elle fait la promotion de la protection des droits des enfants en Côte d'Ivoire. On s'y engage en ayant un regard plus pointu sur la situation des enfants en conflit avec la loi, une situation qui préoccupe les autorités ivoiriennes qui travaillent à faire sortir ces enfants de la rue pour les réinsérer dans la société, une action qui a porté ses fruits et à cette date, plus de 1400 mineurs, adolescents et jeunes ont pu être resocialisés. Voici le témoignage de Didier Nguessan. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi a considérablement baissé, selon la cellule de coordination du suivi et réinsertion qui pilote le projet de resocialisation en faveur de ces enfants. À ce jour, plus de 1400 mineurs, adolescents et jeunes ont été resocialisés et réinsérés dans la menuiserie, la couture, la mécanique auto, l'électricité bâtiment et l'agro-pastoral. Le projet mené conjointement avec la police nationale et plusieurs partenaires sociaux a livré ses acquis. Nous avons une baisse significative des agressions qui étaient menées dans les différentes communes du district d'Abidjan. Nous avons également une accalmie au niveau des différents quartiers qui avaient été identifiés comme étant criminogènes. Et nous avons des retours assez encourageants, des témoignages qui sont faits au niveau des communautés d'où sont partis ces enfants que nous avons resocialisés et réinsérés. La resocialisation consiste à aider les enfants en conflit avec la loi à réacquérir les valeurs morales et citoyennes propres à la vie en société et à délaisser la consommation de stupéfiants. Une resocialisation rendue possible grâce au travail de la police nationale sur le terrain. De juin à décembre 2019, elle a interpellé 32 508 personnes, dont 3 528 mineurs, et déféré devant les juridictions 2 166 autres personnes et détruit 671 fumoirs. En mai et juin 2020, 175 autres fumoirs sont partis en fumée pour 708 personnes interpellées, dont 119 mineurs et 152 déférés. Une grosse opération qui résume aujourd'hui l'âme de la police nationale qu'on appelle Opération Épervier. Nous sommes à Épervier 5. Épervier 5, c'est un ensemble d'opérations menées par les forces de sécurité, appuyées par les forces de défense,
pour sécuriser tous les points et recoins de nos quartiers par rapport à la grande criminalité ou à la petite criminalité. Bientôt, nous allons lancer Vacances sécurisées 4. Le projet de resocialisation des enfants en conflit avec la loi est sous la tutelle du Conseil national de sécurité, CNS. Et durant cette crise sanitaire, un accent particulier a été mis sur la protection de ces enfants par l'État de Côte d'Ivoire, qui est aussi engagé à mettre fin à cette pandémie liée au coronavirus Covid-19. La Côte d'Ivoire passe la barre des 6000 cas de Covid-19, 384 nouveaux cas et 2 décès ont été enregistrés ce jour, ce qui fait un total de 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries et 48 décès, suivant la déclaration du directeur de la Santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 17 juin 2020, 384 nouveaux cas de Covid-19 sur 1214 échantillons prélevés, soit 31,6% des cas positifs. 112 guéris et 2 décès. Nous déplorons 2 décès. Le premier, celui d'un patient de 58 ans, diabétique et hypertendu, a eu lieu le 15 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le second décès est survenu ce jour dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 60 ans, tabagique chronique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 17 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 6063 cas confirmés, dont 2749 personnes guéries, 48 décès et 3266 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 39 851. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique d'1 mètre et le port obligatoire de masques lorsque nous sommes dans les lieux publics. Et ailleurs également, les chiffres de la Covid-19 évoluent. En Afrique de l'Ouest, on enregistre au Nigeria 17 148 cas confirmés, 455 décès. Au Burkina Faso, 847 cas confirmés, 53 décès. En Guinée, sont enregistrés 3706 cas confirmés et 23 décès. Au Maroc, 8 997 cas confirmés, 213 décès. En Égypte, 47 856 cas confirmés, 1766 décès. Et partout dans le monde, on comptabilise 8 339 286 cas confirmés, 4 362 984 personnes guéries de la maladie et 448 389 personnes décédées des suites de la Covid-19. En Côte d'Ivoire, le traditionnel point presse du gouvernement présente le mode de gestion de la crise sanitaire à Bouaké, où 23 cas de Covid-19 ont été recensés à cette date. Les points sécuritaires et sanitaires étaient aussi à l'ordre du jour. Voici le résumé de la session présentée par Abou Sanogo. Bouaké, chef-lieu de la région de Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui touchée par la maladie du coronavirus Covid-19. C'est ce qui ressort des propos du maire de la commune de Bouaké, Nicolas Djibo, à ce point presse. 23 cas positifs ont été détectés dans la ville de Bouaké et nous avons 5 guérisons, ce qui fait que les cas actifs s'élèvent au nombre de 18. Tous les cas positifs ont été transférés à Abidjan. Par ailleurs,
Des dispositions ont été prises par l'ensemble des autorités de Bouaké pour lutter contre la Covid-19. Le préfet de région a mis en place un comité local de lutte contre les épidémies. Et nous avons eu à prendre certaines décisions, comme par exemple l'interdiction des grains. Nous avons aussi essayé de freiner l'entrée du Covid-19 dans la ville de Bouaké en mettant immédiatement en place aux différents corridors, aux 7 corridors, des mesures de contrôle. Le conseil technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, faisant le point de la situation sanitaire à Abidjan et à l'intérieur du pays, invite au respect des mesures barrières. En ce qui concerne la situation sécuritaire, le porte-parole de la police nationale a insisté sur le port obligatoire des masques. Le non-port du masque, qui dénote en l'espèce de la renonciation volontaire à l'application d'une mesure administrative de haute portée sécuritaire et sanitaire, emporte de plein droit le délit de mise en danger de la vie d'autrui prévu et puni par le Code pénal ivoirien. Ce faisant, nos forces de défense et de sécurité veillent et veilleront sans faiblesse au respect intégré de toutes les mesures en vigueur, en l'occurrence celle du port obligatoire du masque. Le commissaire Bleu Chalmagne a annoncé l'interpellation sur le périmètre territorial de la préfecture de police de Korogo de 52 ressortissants burkinabés qui se rendaient dans plusieurs villes ivoiriennes. Ils ont été reconduits dans leur pays pour violation manifeste de la mesure de fermeture des frontières ivoiriennes. Et nous en venons au dossier de ce journal. Cette crise sanitaire, vous le savez, a emmené le gouvernement à arrêter des mesures restrictives des mouvements des personnes avec la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Dans ce dernier secteur, le secteur maritime, les navires commerciaux obligés d'accoster au port d'Abidjan pour bien sûr faire tourner l'économie sont soumis à un contrôle sanitaire strict, en témoigne Noël Niagno. Eke Yoboué, Evelyne Kwedio, 2 agents de l'Institut d'hygiène de service ce jour sur les 4 mis à la disposition du port autonome d'Abidjan pour inspecter les navires en provenance de l'extérieur. Et cela dès les premières heures de la survenue de la pandémie ailleurs dans le monde. En date du 25 février 2020, vu que le port est ouvert à l'extérieur par le biais des navires qui fréquentent le port d'Abidjan, nous avions déjà à cette époque-là pris une note intimant aux équipages des navires qui arrivaient au port d'Abidjan d'être soumis en rade extérieur déjà à un contrat de DNRHP. Le coronavirus, la peste des temps modernes, sa spécificité, sa capacité de propagation à une vitesse exponentielle, une dangerosité soulignée au sommet de l'État. Le Covid-19 est extrêmement contagieux et se propage rapidement au contact ou en étant simplement à proximité d'une personne atteinte. Voilà qui exige des dispositions particulières à prendre par les agents en charge de l'inspection des navires. On évite d'aller à bord avec des germes de chez nous. C'est pour ça qu'il y a la combinaison, tout est jetable. Donc les surchaussures, la combinaison elle-même, les gants qu'on va porter, tout est jetable. Une fois qu'on redescend, on a tout enlevé et puis on met ça dans un sac poubelle. Comme ça, on est sûr qu'on est monté sans apporter des germes là-bas et on redescend du navire sans apporter aussi des germes du navire. Maintenant que l'ancre est levée, allons à la bouée à 6 km du canal de Vridi. Inspecter le premier navire de la journée, un porte-conteneur. Une demi-heure après, nous voici à proximité du navire à inspecter. Et il faut monter à bord. Un challenge qui varie avec la nature du navire. Là, un porte-conteneur. Ici, un vraquier. Les dispositions d'accès au bateau sont visiblement différentes. Appréciez par vous-même ces 2 tableaux à travers les efforts à fournir. De l'avis de ces agents, aucun sacrifice n'est de trop pour sécuriser le port autonome, le poumon de l'économie ivoirienne. Mais au fait, en quoi consiste cette inspection une fois à l'intérieur du navire? Au commencement, la revue documentaire. Et là,
Le Medical Chest Certificate, c'est le certificat qui garantit que tous les médicaments à bord pour soigner les marins en cas de maladie, que ce stock de médicaments répond aux normes sanitaires en vigueur. C'est un document capital. En général, c'est par lui-même qu'on commence. C'est la déclaration maritime de santé. Le capitaine, vous voyez son cachet en bas, il dit que tout ce qu'il déclare ici, il le fait sur l'honneur. Et donc, il déclare qu'il n'y a pas de malade à bord, il n'y a pas d'affection susceptible de contaminer à bord. Il déclare aussi qu'il a un certificat sanitaire, ça veut dire que son navire a été dératisé, désinsectisé, il n'y a pas de vecteur de maladie à bord. Puis, suit le moment déterminant, s'assurer qu'aucun membre de l'équipage n'est fiévreux. C'est au terme de tout ce parcours que le OK est donné pour l'entrée du navire dans le port d'Abidjan. Après la revue documentaire, après avoir contrôlé l'équipage et tout, il n'y a pas de problème de santé à bord. Donc on lui donne la libre pratique, on lui demande de verser le pavillon jaune. Captain, yes, sir. Free pratique. Apprécié. Yellow flag down. Yellow flag down. 1142. Après 3 mois d'inspection, quel est l'état des lieux? Il faut dire que le Covid-19 a pratiquement atteint tous les pays. Du coup, avant, on sélectionnait les navires qui venaient des zones affectées et on partait les contrôler en mer. Les autres venaient directement dans le port et le contrôle se faisait à quai. Mais 5 mois après, tous les pays du monde sont pratiquement affectés. Et donc, c'est pratiquement tous les navires qu'on va croiser en mer, faire le contrôle avant qu'ils n'aient accès au port d'Abidjan. Dieu merci, jusque-là, on n'a jamais eu de cas de Covid sur un navire en mer. Conclusion, pour l'heure, l'organe essentiel du tissu économique ivoirien est sauf. Gageons qu'il en soit ainsi longtemps encore. Le gouvernement s'attelle à maintenir l'économie en prenant toutes les précautions nécessaires. Et dans ce contexte, l'État de Côte d'Ivoire ne perd pas de vue ses objectifs de développement. Sur le plan sanitaire, un nouveau centre de santé rurale a ouvert ses portes à quelques kilomètres de Bongouanou, dans le village de Tanosso. Le reportage de Herman Yamia. Fini le calvaire pour la population de Tanosso, village situé à une dizaine de kilomètres de Bongouanou. Elles n'auront plus à transporter les malades avec des moyens rudimentaires pour les conduire à l'hôpital de Bongouanou. Le village vient d'être doté d'un dispensaire rural. Je suis très contente parce que nos enfants là, des fois même là, ils peuvent tomber malades. La nuit, il n'y a pas de véhicule. On va faire comment? Des fois, tu marches jusqu'à arriver en route, l'enfant meurt, puis on se retourne. Pour un simple palu, on est obligé d'aller à Bongouanou. La construction de ce dispensaire est une initiative de la mutuelle de Tanosso. N'ayant plus les moyens de l'achever, elle a sollicité le conseil municipal de Bongouanou qui a répondu favorablement à sa requête. La construction terminée, c'est aujourd'hui le conseil régional du Moronou qui vient de l'équiper entièrement. Sans la santé, aucune œuvre de développement n'est possible. Et donc c'est pourquoi nous avons inscrit cette question comme l'une des priorités du conseil régional. Nous allons, au cours de ces 3 années, depuis 2019, consacrer plus de 770 millions à ce programme-là, qui commence maintenant avec l'équipement des plateaux techniques des blocs coopératoires de Bongouanou, de Dara et demain de Mbato, mais aussi l'équipement de 15 centres de santé qui sont achevés et qui doivent entrer en fonctionnement. Pour lui rendre aussitôt fonctionnel après son inauguration, l'infirmier affecté dans ce dispensaire a été présenté aux populations. La crise sanitaire se mêle à la période électorale. Le président de l'Assemblée nationale effectue une tournée à double objectif. D'abord, sensibiliser au respect des gestes barrières et aussi à la participation des populations à l'opération de renouvellement de la liste électorale. Il s'est récemment rendu dans la localité de Kani. Le compte-rendu de Konaté Moussa. Les nouveaux majeurs sont au cœur du processus de révision de la liste électorale. Ces jeunes, âgés de 18 ans, doivent se faire enrôler pour être parmi les votants lors du scrutin présidentiel en octobre 2020. Les nouveaux majeurs sont donc la cible privilégiée du RHDP pour cette opération. C'est l'adresse du président Amadou Soumaoro aux populations de Kani. Que tous les nouveaux majeurs s'inscrivent sur la liste électorale.
même ceux qui ont dépassé 18 ans, qui ne se sont pas inscrits encore, c'est l'occasion pour chacune et chacun d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Autre sujet abordé au cours des échanges, la pandémie du coronavirus. La région du Ourodougou n'enregistre aucun cas de Covid-19 à ce jour. Toutefois, les populations sont exhortées à la prudence. Cette maladie est inédite par son ampleur et par ses conséquences économiques et sociales. Seule la discipline peut nous épargner de cette pandémie. C'est pour cela, nous qui sommes vos enfants, nous vous recommandons de respecter toutes les mesures barrières. La rencontre avec les populations de Kani constitue la deuxième étape de la tournée de sensibilisation du président de l'Assemblée nationale sur l'enrôlement et la maladie à coronavirus. Et la mission est la même à Biankouma, le directeur exécutif du RHDP qui a ouvert dans cette localité un bureau dédié au RHDP. Son parti a également invité les populations à se faire enrôler sur la liste électorale. Michel Digré. Les cadres RHDP de Biankouma ont décidé d'unir leurs forces en vue d'atteindre l'objectif qui leur a été assigné par la haute direction du parti. La victoire de leur candidat, Amadou Gon Coulibaly, avec un bon score dans le département. Pour réussir ce pari, 2 militants, cadres du RHDP, ont offert un siège au parti et un quartier général qui servira de hall d'information sur le processus de recensement sur la liste électorale. Nous nous entendons sur l'essentiel et nous travaillons sur l'essentiel. Actuellement, le point de mire, c'est le 31 octobre 2020 pour que nous offrions au minimum 90% des voix de cette localité, de ce département, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP. Notre région et notre département en particulier a souffert de quelques difficultés. Aujourd'hui, nous montrons, je n'ai pas dit nous voulons montrer, nous montrons le visage de personnes qui sont unies pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly et faire en sorte que la confiance que le président Alassane a placée en nous se réalise. La remise des clés et la visite des deux locaux ont été l'occasion pour l'émissaire du RHDP de sonner la mobilisation à Biankouma pour une adhésion massive au processus électoral en cours. Une bonne organisation a été mise en place à Biankouma. Mais une bonne organisation est le fruit d'une bonne relation intelligente entre les frères. Et en tant que directeur exécutif, je suis satisfait non seulement de l'engagement des militants, de leur disponibilité et surtout de leur enthousiasme à faire donc triompher le RHDP. Je voudrais donc profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à tous nos militants sur l'ensemble du territoire de se mobiliser pour non seulement établir leurs extraits de naissance et leur certificat de nationalité, tous les militants et sympathisants RHDP doivent s'inscrire. La victoire du 31 octobre se joue aujourd'hui. Et voilà, le processus électoral est lancé. Les partis politiques préparent sur le terrain le scrutin présidentiel. Ils investissent les villes et de tout le pays et mobilisent leurs militants. Voici le reportage de Gabriel Zani. À moins de 5 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le terrain politique a pris un air de pré-campagne malgré le coronavirus. Plateau d'Okuyi, quartier à l'intersection de Cocody et d'Abobo, le bureau fédéral et les secrétaires de section des militants fidèles à l'ancien président ivoirien reçoivent la visite d'Assoadou, ce proche de Laurent Gbagbo. C'est une séance de travail qui va s'articuler essentiellement sur 2 points. Le premier point, c'est s'inscrire sur la liste électorale. Avoir ces documents pour être sur la liste électorale. Dans cette salle, il s'agit de vérifier l'effectivité des structures et l'application des consignes dans le bureau fédéral d'Abobo. Mais déjà, 205 délégations sont en mission sur l'ensemble du pays depuis le 5 juin. C'est l'opération inondation électorale. Assoadou, lui, s'est réservé de faire le tour dans les sections du district d'Abidjan. Ces élections qui arrivent sont très importantes. Donc, camarades, de grâce, allez-y vous inscrire. Faites la campagne pour que tous nos sympathisants soient sur la liste. C'est le bulletin de vote qui fera que
nous allons reprendre le pouvoir d'État. La reconquête du pouvoir d'État, un enjeu majeur pour les proches de l'ancien président ivoirien. Dans leur sensibilisation, ils mettent un accent particulier sur la nécessité pour les militants et sympathisants d'avoir leur CNI et de se faire enrôler sur la liste électorale. Nous recevons les dossiers, c'est-à-dire le certificat. Et pour avoir le certificat de nationalité, nous avons l'extrait de naissance, une pièce des parents que nous joignons à la fiche de demande. Et cette fiche est dûment renseignée. Une bonne vérification et nous saisissons. Et c'est ce dossier électronique que nous apportons à l'ONICI pour pouvoir aussi les aider dans la tâche. Pour atteindre les nouveaux majeurs, objet de toutes les convoitises des acteurs politiques, tous les voyants sont ouverts sur les réseaux sociaux et les médias. YouTube, Web TV, Facebook sont associés. Nous avons décidé de faire des spots publicitaires à chaque fois que nous faisons nos différentes émissions, le journal. Ouverte le 10 juin, la révision de la liste électorale se tiendra jusqu'au 24 juin prochain. Cette opération a pour ainsi dire ouvert la voie de la pré-campagne. Les militants frontistes favorables à l'ex-président Laurent Gbagbo ne comptent pas rester en marge du scrutin. Un processus électoral qui se prépare dans la paix. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a mené une mission de médiation dans le village de Yorobodi où des affrontements ont éclaté entre les populations. Le point de cette mission de cohésion est rapporté par Herman Yamia. Le président de la République... C'est avec des mots bien choisis remplis d'émotion que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est adressé aux populations de Yorobodi. Faut-il le rappeler? Ce village du département des Sandégué a été le théâtre d'affrontements violents entre les populations pour des incompréhensions sur l'extension de la mosquée principale du village. Envoyé par le président de la République Alassane Ouattara pour amener la paix au sein du village, Kobenan Kwasi Adjoumani a su trouver les mots justes pour parler à ses parents. À Yorobodi, ce ne sont pas des gourdins, ce ne sont pas des fusils. À Yorobodi, c'est le Coran. Après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt l'émissaire du président de la République, les populations se sont engagées à enterrer la hache de guerre et à tourner définitivement cette page triste de l'histoire de leur village. J'ai dit devant tout le monde, la personne qui est censée aller faire venir le chèque en premier rang, c'est moi Diaber. Et je le ferai, j'ai dit. Sa place restera toujours ici avec nous. De quoi réjouir le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani qui les a assurés qu'il rendra fidèlement compte au président de la République et plaidera aussi pour que les fils de ce village qui ont été arrêtés à cause de cette crise soient libérés. Nous avons pu rassembler les deux camps qui tout à l'heure ont fait la paix devant vous. Pour nous, c'est formidable. Et ce qui nous a le plus plu, c'est le fait que le camp qui est resté ici à Yorobodi a décidé d'accueillir Ella Guimenouri qui est de l'autre côté à Bondoukou. Nous partons tout heureux de savoir que le message du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été bien compris. Avant de quitter le village, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a promis aux populations que dans 2 mois, les travaux de construction du collège moderne débuteront. Le nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Côte d'Ivoire en France, l'ancien ministre Maurice Kwaku Bandama, a pris pleinement fonction depuis ce lundi dernier. L'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie place sa nouvelle mission sous le signe du rayonnement et de la promotion de la Côte d'Ivoire. Son premier jour de service en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France est rapporté par Mahama Traoré. Paris, avenue Raymond Poincaré, dans le 16e arrondissement. Nous sommes dans les locaux de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire en France. Le personnel militaire est au garde à vous pour accueillir le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. L'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie vient ainsi prendre ses nouvelles fonctions. Pour ce premier jour de service, Maurice Bandama fait connaissance avec son nouveau lieu de travail. Prise de contact également avec le personnel de la chancellerie, suivi d'une première séance de travail où l'ordre du jour porte sur les diligences du moment. Je vous engage à participer massivement
au processus d'enrôlement afin de participer pleinement à l'élection présidentielle. Faisons-le avec conviction, faisons-le avec ampleur, faisons-le aussi dans le calme et le respect de chacun. En attendant de présenter ses lettres de créance au chef de l'État français, Maurice Kwaku Bandama a déjà une idée claire de sa nouvelle mission, œuvrer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Mais je dois vous dire que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a envoyé le représenter et représenter la Côte d'Ivoire, notre pays, ici en France, pour continuer de sceller les excellences des relations entre la Côte d'Ivoire et la France et d'être proche et près de nos concitoyens ici en France. C'est le 4 mars dernier que Maurice Kwaku Bandama a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Côte d'Ivoire en France. Il remplace à ce poste Charles Gomis, nommé sénateur, un prédécesseur à qui Maurice Bandama n'a pas manqué de rendre hommage. C'est ici que nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une autre édition d'information. Bonsoir à vous.